Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Ticosé, l'émission où l'on prend le temps de parler vrai, de se raconter, de transmettre. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir une figure incontournable des arts et des cultures d'outre-mer. Un homme multiple, un homme passerelle, un homme de combat et de conviction. Il a prêté sa voix à Will Smith, prêté son corps au théâtre, à la télévision, au cinéma. Il a mis en lumière des dizaines de talents, créé des lieux pour faire exister nos récits, porter haut l'existence d'une culture ouverte, riche de toutes ses origines. Acteur, réalisateur, producteur, militant, il incarne à lui seul un pan de notre mémoire collective et une voix forte pour la diversité dans le paysage culturel français. Merci Greg Germain d'avoir accepté l'invitation dans Ticosé. Mais c'était tout à fait naturel et je suis très heureux et très fier d'être là. Donc Greg Germain, une carrière dans le cinéma. Comment vous démarrez dans le cinéma ? Alors d'abord, devant ce panégyrique, j'aimerais dire que j'ai failli pas me reconnaître. Tellement tout ce que j'ai voulu faire, pour moi, n'est pas d'abord achevé, mais n'est pas encore couronné de succès. Ça, c'est une première chose. Alors comment j'ai démarré dans le cinéma ? Le plus simplement du monde, je suis né en Guadeloupe. Mon grand-père avait un cinéma qui a brûlé et depuis tout petit, j'allais sur le Mordaincaille à Pointe-à-Pitre. Aujourd'hui, place Camille Desmoulins, c'est comme ça que ça s'appelait. C'est dans l'ancienne maison de Saint-John-Perse d'ailleurs. Et puis j'ai toujours eu envie de faire ce métier, surtout du théâtre, bien sûr, puisque c'était ce que je connaissais le mieux. Et puis nous avons eu l'occasion d'émigrer en France une première fois lorsque j'avais 10 ans et une deuxième fois définitivement lorsque j'avais 15 ans. Et après mon bac, j'ai décidé de faire l'acteur plutôt que de devenir avocat comme le souhaitaient mes parents. Donc, vous êtes acteur, un acteur reconnu. Moi, je me souviens déjà, gamine, on regardait les séries où vous étiez, et puis après, la voix de Will Smith. Mais vous êtes aussi beaucoup au théâtre. Oui, parce que en fait, j'ai commencé par le théâtre. Allez, je vais pas le cacher. J'étais en première année de droit. C'était l'été et les parents étaient repartis en Guadeloupe. Moi, j'ai décidé de rester. Parce que j'avais envie de m'acheter des chaussures et qu'à l'époque, l'argent de poche, ça suffisait pas. Et donc, j'ai croisé quelqu'un que j'avais vu à la télévision qui s'appelle Pierre Louis, qui est mort maintenant, et qui nous a dit que Jean-Christophe Averty cherchait des figurants. Je n'y suis pas allé parce que je voulais être acteur, pas figurant. Et puis la semaine d'après, un autre ami m'a dit « Ouais, mais il paraît que c'est bien payé. » J'ai dit « Ah bon ?» Donc j'y vais. Jean-Christophe Averty a dit les acteurs d'un côté, les figurants de l'autre. Je me suis mis avec les acteurs, naturellement. Et puis, il a fait passer une audition et j'ai eu le rôle. Et là, un homme qui s'appelle Melvin Van Peebles... Et c'était Les Verts Pâturages. Un homme qui s'appelle Melvin Van Peebles m'a vu et m'a demandé d'être... Je parle très bien anglais, j'avais fait des études d'anglais aussi. M'a demandé d'être son assistant parce qu'il montait une pièce de théâtre qui s'appelait La Fête à Harlem. Melvin Van Peebles est le père de Mario Van Peebles, qui est l'acteur qu'on connaît. Et surtout, Melvin a été le premier à travailler, quand il est revenu aux États-Unis, sur la Blaxploitation, à l'époque des Shaft, des choses comme ça. Et il avait fait un film qui lui a rapporté des millions de dollars uniquement dans les ghettos, qui s'appelait Sweet Badass Song. Et donc, cette fête à Harlem, pendant que je faisais l'assistant de Melville, puisque ça m'amusait beaucoup, pour les répétitions, il y a un acteur qui a dit « Je m'en vais ». Melvin m'a dit « Est-ce que tu peux prendre sa place ?» J'ai dit oui. J'ai commencé et je ne me suis plus arrêté. Est-ce qu'à cette époque, vous pensez que c'était plus difficile que maintenant pour un comédien, on va dire, de couleur ? À l'époque, on disait de couleur, maintenant noir. Enfin, est-ce que c'était plus compliqué ou vous avez su prendre les opportunités ? Ça a été plus facile pour vous ? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à maintenant ? Je crois que la France a beaucoup changé et que la France s'est beaucoup crispée. À l'époque, ça n'existait pas des acteurs noirs. Donc, d'ailleurs, c'est la première chose que ma mère m'a dit. Ma mère m'a dit, écoute, tu vas être malheureux parce que... Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas, mais il y a besoin. Moi, j'ai vu à la télévision, au cinéma, j'avais vu Harry Belafonte, j'avais vu Sidney Poitier, j'en avais vu Bill Cosby, Ouais. etc. Et je me suis dit, il n'y a pas de raison. Et effectivement, il n'y a pas de raison. J'ai donc fait cette pièce. Quelqu'un m'a vu dans cette pièce qui s'appelait Robert Liensol, qui est mort aujourd'hui, mais qui était un acteur très célèbre à l'époque, noir, de Basse-Terre, qui avait monté une compagnie qui s'appelait Les Griots. Je vous parle de ça, c'est de la préhistoire, dans laquelle je faisais partie aussi. Et puis un jour, il y a un grand metteur en scène français qui s'appelle Antoine Bourseillet, qui cherchait un jeune noir sans accent, si possible, très bourgeois, moi, et pour jouer une pièce de théâtre qui s'appelait Le Métro Fantôme. J'ai joué cette pièce 500 fois et je n'ai plus jamais quitté les planches. Nous sommes dans les années 70. Après, je fais une carrière naturelle au théâtre, mais on n'en entend pas trop parler. Les copains qui font des études à Aix-en-Provence, à Bordeaux, à Marseille, me voient. Ils viennent me voir dans des pièces de théâtre, mais où je n'ai pas une particularité ou un particularisme d'être noir. Et puis est arrivé... Donc Bernard. en fait, vous aviez un rôle, mais pas un rôle pour un noir. C'était un rôle. Non, oui, dans la première pièce, Le Métro Fantôme, c'est un rôle de jeune noir qui est dans le métro, qu'une femme blanche agresse, qu'elle tue, qu'elle jette sur les voies du métro avec les autres passagers, et un autre jeune noir monte et elle va faire la même chose. Le roi Jones veut montrer par là que le monde blanc est très hostile envers les noirs et que ça sera toujours un éternel recommencement. Et c'est une pièce de théâtre. Comment elle a accueilli cette pièce ? Elle est écrite par le roi Jones, qui est un Black Panther, après, qui est devenu un Black Panther. Elle a eu un prix à New York, et je l'ai jouée 500 fois en France, ce qui veut dire qu'elle faisait scandale, certes, mais les gens allaient au théâtre. Les gens vont au théâtre. D'ailleurs, il y a le public de théâtre maintenant, je suis plus savant, j'ai moi-même un théâtre, est composé à 60-70% de femmes qui sont plus ouvertes aux divers, plus ouvertes à la diversité, plus ouvertes à ce qui vient, aux imaginaires différents. Et donc la pièce a été jouée. Oui, il y a des gens qui ont quitté la salle plusieurs fois, puisque à un moment, il part dans une diatribe anti-blanc. Il y a des gestes là-dedans. À un moment, elle le prend par le sexe. Et bon, il y a des gens qui sortent. Je vous parle d'un temps, il y a 50 ans, oui, 50 ans, 55 ans même. Et à ce moment-là, on est au théâtre, on a l'habitude de voir des pièces de boulevard, des comédies de boulevard, quelques pièces qui sont mises en scène à la Comédie Française. Il n'y a pas trop de théâtre contemporain. Donc, elle est, enfin, je veux dire, cette pièce, elle est quand même dure. Voilà, elle raconte une histoire. Oui, elle est très dure. Elle dure 1 heure, mais c'est 1 heure de coup de poing. Je l'ai jouée 500 fois partout, en Belgique, en France. Évidemment, pas en dans les médias, on en parle, dans les magazines, oui, dans les critiques en parlent. Bien sûr, mais... Ouais. Moi, ça m'impressionne. Joué par un acteur qui s'appelle Greg Germain. Il n'y a pas de... je veux dire que... C'était plus évident avant de faire ça que maintenant ? Je crois qu'à partir du moment où le Rassemblement National aujourd'hui, mais c'est un faux né, le Front National est arrivé à faire un peu plus de 3%, et son fameux slogan « 3 millions d'étrangers, 3 millions de chômeurs », enfin tout ce qu'on sait, la société française s'est crispée. Et la télévision, à laquelle je reproche beaucoup de choses d'ailleurs, ainsi que le cinéma français, même si j'ai fait quelques films en France, se sont eux aussi crispés et ont donné raison aux 15% qui à l'époque votaient Front National. Apparemment, ce n'est pas la présence des Arabes ou des Noirs à la télévision ou au théâtre ou au cinéma qui ont fait que ça n'a pas augmenté. Hein. C'est maintenant 40%. Donc notre présence ou notre non-présence n'a rien fait. C'est ce que je reprocherais d'abord à ma télévision, celle que je paye. Après, quand il y a eu des télévisions privées, la TF1, etc., ils font ce qu'ils veulent, c'est leur argent. Mais je trouve que notre télévision, le service public, n'a pas respecté les publics français. Et je lui garde même si ça s'est amélioré, même s'il y a eu François, même si, grâce à François, nous avons pu réaliser, enfin, j'ai pu filmer des pièces qui venaient de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion,
et ailleurs, j'en veux beaucoup à la télévision publique. Alors maintenant... Même si aussi après, j'ai fait une série qui s'appelait Médecin de nuit, puis Madame SOS avec Annie Cordy. C'était parce que j'étais bon. Le service public n'a pas fait son travail, non. Vous estimez? Non, il n'a pas fait son travail en ce qui concerne la diversité et la reconnaissance de la France d'aujourd'hui telle qu'elle est. Et quand on vous parlait du Front National, quand elle a commencé à faire un certain pourcentage, est-ce que normalement, légalement, en France, vu la loi, un parti comme ça aurait dû exister? Oui, tous les partis ont le droit d'exister. Je ne suis absolument pas dans la limite de la loi, bien entendu. Bon, quelquefois... Quand on connaît le passif du fondateur... Oui, quelquefois on entend des choses, etc. Ils sont sévèrement réprimés pour ça. Mais je parle d'un temps où il n'y avait pas encore des Jordan, des Marines et autres, je sais pas, Sébastien Chenu, etc. Je parle d'un temps où il y avait le chef, le leader charismatique, Jean-Marie... Je comprends aussi les chefs de chaîne, les directeurs de chaîne qui disent, bon, écoutez, il y a 15% de gens qui sont vote Front National, c'est 15% de spectateurs, de téléspectateurs en moins. Si on peut s'en passer, ni nègre, ni arabe. Il y a quelqu'un qui a dit ça à TF1 en 1986, 88, pardon. Bon, enfin bref. Et puis, mais moi, je suis d'abord survivant, puisque d'où je viens, mes ancêtres ont fait une longue traversée. Et si nous sommes encore là, c'est qu'ils avaient de la race et du cœur, comme on dit. Donc je ne suis pas homme à me satisfaire de peu. Comme si je ne peux pas faire de théâtre à cause de ça, j'essaie de faire du cinéma. Si je ne peux pas faire de cinéma, je fais de la télévision. Si je ne peux pas faire de la télévision, je fais du doublage. Si je ne fais pas de doublage parce que ça me gave, je trouve un théâtre et je fais du théâtre. Oui, parce que je voudrais te dire, Greg, est-ce que je peux te tutoyer? Bien sûr. Tu as monté un théâtre à Avignon. Oui. Et un théâtre qui accueille, pendant le Festival d'Avignon, les pièces qui arrivent des Outre-mer. L'équation était simple. Nous sommes en 1998. J'y pense depuis longtemps. En 1992, je monte une association très énorme qui s'appelle Cinédom Plus. Parce qu'en 1998, je m'aperçois que dans notre pays, après avoir fait plusieurs films avec Christian Lara, qui marchent très bien en Guadeloupe-Martinique, je m'aperçois que les producteurs de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion ne sont pas inscrits au rôle du CNC. C'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas, comme leurs homologues français de France, de l'argent pour faire des films. C'est compliqué, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, il y a des aides du CNC. Les aides du CNC sont accordées aux producteurs français de France, je dis bien, sont accordées aux étrangers, sont accordées aux étrangers qui font partie du CNC, mais curieusement, pas les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Guyanais, les Réunionnais, à cause d'une loi. Donc en 92, j'ai monté cette association et nous avons fait changer la loi par le décret 73 en 2014, je crois, en 2012, je me souviens plus. Oui, 2014. Et ça n'a été appliqué qu'en 2024. Quand même. Bon, enfin bref. Mais il y avait des résistances. Je ne vais pas... Un jour, nous aurons l'occasion de parler pour dire mais pourquoi c'était comme ça quand même. Le législateur ne le faisait pas exprès. Non, il ne faisait pas exprès. Il fait ce qu'il fait d'habitude, même encore aujourd'hui. C'est les DOM. Il s'en fout. Il s'en fout. Tant qu'on ne vient pas verser du purin devant les portes de l'Élysée ou du ministère de l'Agriculture, nos paysans, je veux dire, nos agriculteurs, tant que ça ne se fait pas devant l'Élysée ou devant la préfecture de la Manche ou de je ne sais quel coin en France, on s'en fout. On dépêche de temps en temps un ministre, on dépêche de temps en temps un futur président qui va serrer des mains. Et puis voilà, ça s'arrête là. Quand il y a des initiatives malheureuses comme celle du chef de l'État il y a 1 an, voulant rechanger le corps électoral en Nouvelle-Calédonie, il met le feu aux poudres et maintenant, on ne sait pas ce qu'on va faire de la Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'est la faute du président actuel. C'est lui qui a décidé de changer un truc qui marchait depuis les accords de Matignon avec Michel Rocard. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne prend jamais ces pays-là en compte. Et pour revenir donc à notre théâtre, 98,
je vais jouer à Avignon. En 97, je vais jouer à Avignon et je me dis, mais c'est l'idée. Il y a un off. On n'est pas obligé d'être invité par quelqu'un. Si j'avais un théâtre, moi, je pourrais inviter des compagnies qui viennent de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, et peut-être aussi d'Afrique parce qu'il y a une diaspora. Et donc, je vais à la mairie et on me reconnaissait à l'époque, j'avais encore mes cheveux et tout ça. Alors, on voyait, c'est le médecin de nuit, bon, etc. Je suis allé voir Madame Marie-Josée Roy, qui est morte aujourd'hui, de droite, à qui j'expose le problème, qui m'a dit « Mais Monsieur Germain, Avignon n'a rien à voir avec l'esclavage. » Je lui ai dit « Non, madame, excusez-moi, toute la France a à voir avec l'esclavage, puisque toute la France a profité de l'esclavage. » Elle m'a dit « Bon, d'accord, oui. » Et puis elle m'a montré quelques endroits qui étaient fermés, et j'ai décidé de prendre cet endroit qui s'appelle la chapelle du Verbe incarné, je n'ai rien inventé, pour en faire un théâtre. Je l'ai réparé de mes mains à l'intérieur. Moi qui ne sais pas planter un clou chez moi, j'ai installé des fauteuils. Enfin bon, bref, je vous le passe. Ça fait 28 ans maintenant que ce théâtre est ouvert. Nous avons des aides de l'État, obligatoirement, même si le ministère de la Culture refuse de reconnaître ce théâtre, toujours. Et pourquoi ? C'est quoi les raisons ? Quelles sont les raisons, plutôt ? Quelles sont les raisons ? Alors, ils ont inventé toutes sortes de raisons. C'est un ghetto. Ah, je dis, mais il y a un théâtre Champagne-Ardenne, il y a un théâtre Pays de la Loire, il y a un théâtre Nord-Pas-de-Calais, il y a un théâtre Midi-Pyrénées qui reçoit les Midi-Pyrénées, la région Midi-Pyrénées, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, etc. Pourquoi il n'y aurait pas un théâtre d'outre-mer ? Ah oui, c'est vrai, oui, vous avez raison. Bon, alors je dis, sauf si vous considérez que l'outre-mer, c'est que des Noirs, et à partir du moment où il y a des Noirs quelque part, c'est un ghetto. Or, je vous rappelle que si ce sont des Noirs qui jouent, ce ne sont pas des Noirs qui assistent. Puisque pour le moment, hélas, il n'y a encore pas beaucoup de Noirs au Festival d'Avignon. Qui viennent regarder les pièces. Qui viennent regarder les pièces, toutes les pièces. Et puis aussi, mon dernier argument, c'est s'il y a un ministère de l'Outre-mer, je vois pas, et que c'est pas un ghetto, je ne vois pas pourquoi les théâtres d'Outre-mer seraient un ghetto. Bon, de toute façon, ils n'aiment pas. Ils ne m'aiment pas. Ils soutiennent du bout des lèvres, tous les ministres confondus. Tous les ministres des Outre-mer sont passés à Avignon pour voir les compagnies, quelquefois assister à un spectacle. Jamais, aucun ministre de la Culture ne l'a fait. Jamais. Et les DRAC, c'est-à-dire les directeurs régionaux des affaires culturelles de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, sont vent debout contre cette affaire. Ils n'ont pas raison, mais ils ne veulent pas entendre. Et malgré ce combat, parce que ça fait longtemps que vous faites ça, 28 ans. 28 ans, vous continuez, les pièces se jouent. Ah oui, les pièces se jouent. Voilà. Non, mais ils sont obligés, ils me donnent de l'argent quand même. Peu, à chaque fois, ils enlèvent. Mais ils me donnent quand même. Je gueule, je pousse un coup de gueule, il y a un article qui apparaît, etc. Donc ils me donnent avec le ministère de l'Outre-mer. Assez en tout cas pour pouvoir recevoir des pièces de théâtre, pour pouvoir loger les compagnies, pour pouvoir leur donner un théâtre en ordre de marche. Et surtout, comme c'est devenu un théâtre repéré à Avignon, les festivaliers viennent voir les pièces. Et les pièces sont filmées ? Les pièces sont filmées, oui, ça c'est autre chose. C'est un autre combat que j'ai décidé de mener dans les années 2000, puisque il se trouve qu'il y avait RFO, France O, et que RFO était à l'origine un endroit où on prenait les programmes dont la France n'avait pas envie, Plus belle la vie, etc., des telenovelas brésiliennes, des choses comme ça, pour déverser ça en Guadeloupe, Martinique, Guyane, pour faire soi-disant une télé. Donc je leur ai dit, mais ça aurait été intéressant. Je suis allé voir François à l'époque. Oui, RFO d'abord, pour leur dire, mais ça serait bien si on pouvait filmer les pièces. Au moins, nos compatriotes verraient des gens qui leur ressemblent. Ils seraient plus attentifs à ce qui se passe en France. Ils auraient l'impression quand même d'appartenir à cet ensemble français, parce que pour le moment, rien ne les rattache, sauf le fait qu'ils soient en euros ou que les bateaux arrivent pleins de tomates qui viennent de Provence. Peut-être que ce serait bien. Et alors, j'ai pu avoir ça, et on a commencé à filmer, mais toujours dans de bonnes conditions. 6-7 caméras, une script, des choses, et bon, comme il fallait pas
il fallait pas trop dépenser d'argent. Je me suis inventé réalisateur. Et voilà. Et en plus de ça, aujourd'hui, on peut trouver toutes les informations sur ce théâtre et sur l'événement qui a lieu chaque année à Avignon. Donc, ça s'appelle Le Thomas. Le Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon. C'est une revendication. Le Thomas, T-O-M-A. Oui. Vous êtes sur les réseaux sociaux. La programmation, on peut la trouver sur les réseaux sociaux. Faite remarquablement par Marie-Pierre Bousquet. Voilà, tout à fait. Qui a abandonné le fait qu'elle soit ingénieure chez IBM pour devenir directrice de théâtre et aussi productrice. Et donc, nous avons peut-être fait peut-être filmé 250 pièces de théâtre, fait environ une trentaine de documentaires, et puis ça va de l'avant. En tout cas, merci Greg Germain d'être venu nous raconter tout ça, tout le travail que vous faites pour les artistes et pour le théâtre des Outre-mer. Je ne suis pas slameur, mais il paraît que j'ai un flow. Bon. Oui, merci beaucoup, Keïsa. C'était très sympa. Je te remercie. C'est moi. Merci d'avoir suivi ce Ticosé et on se retrouve pour une autre conversation avec un invité tout aussi intéressant. Au revoir et à bientôt.